Bonjour Stéphane, Bonsoir Laurent. je vais te poser une question à brûle-pourpoint, sans transition. De toute façon, on ne disait rien d'intéressant avant. Sommes-nous l'inquisition libérale? L'inquisition libérale. C'est ça, Ah sommes-nous, oui, tu vois ce que je veux dire? je vois. J'ai compris. Sommes-nous Les inquisiteurs. des inquisiteurs, des extrémistes et puis des ayatollahs qui décernons des brevets de pureté? Hmm. Parce que c'est un reproche que je suppose on te fait souvent. Oh Euh, oui. Toute personne, que ce soit toi, moi, Arthur, Adam, n'importe qui va faire une publication pour reprocher un manque de libéralisme quelque part, va se faire taxer d'inquisiteur ou justement d'ayatollah, parce que dans la vie réelle, il n'est pas possible d'appliquer la théorie pure et parfaite de l'idée libertarienne. C'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet dans ces vidéos, et je te garantis que ce ne sera pas la dernière fois, parce que ce reproche que je ne qualifierai pas ne cessera jamais. Comment peut-on l'aborder? Probable. C'est probable. Ayatollah, mais effectivement un terme qui m'est familier. Inquisiteur, c'était plutôt nouveau, mais ayatollah. Je me reconnais bien dans ayatollah, effectivement. Je te remercie. Euh, oui, je pense que beaucoup de gens nous voient, moi en particulier, j'ai certainement cette superbe auréole qui m'est affublé, très probablement. Tu en fais des livres de ça, donc c'est normal. C'est ça exactement. Et nous sommes même en train de préparer une surprise pour le mouvement des libertariens là-dessus. On en reparlera sans doute. Avant que tu Oui, commences, puisque oui. Liberté Manifeste est enfin publié, est-ce que tu en as un exemplaire sous la main pour le montrer aux gens, pour montrer justement un des nouveaux chapitres É- du... Économie manifeste. Si tu m'accordes de disparaître de Il va l'écran le pendant chercher. 3 secondes, Voilà. absolument. Donc Économie Manifeste, c'est le nouveau livre de Stéphane Gers qui parle d'économie sur la même forme que son livre précédent, Liberté Manifeste. C'est un échange de questions et de réponses. C'est une longue interview et c'est pas juste un essai un peu sec. Mais tu sais que c'est compliqué pour l'intelligence artificielle, donc j'y vais Ah, doucement, oui. quoi. Le I Mais le I a du mal là, hein. ouais, l'IA a du mal, mais ça marche pas trop mal finalement, Ah, quand même. finalement, il y arrive, ouais, Voilà. voilà. Ouais, on y arrive, on y arrive. Donc Donc, oui, il est sorti, procurez-vous cet effectivement. ouvrage qui explique de manière totalement intransigeante, sectaire et ayatollesque les rouages de l'économie. Je te laisse continuer sur la Ah, réponse. ah, et je tiens à souligner le fait que tu y as plus que largement contribué, et je tiens à t'en remercier encore une fois. Mais alors, pour le coup, on pourrait aller chercher Liberté Manifeste, effectivement, qui est probablement encore plus ayatollesque du point de vue des anarchastes. C'est une horreur totale. Mais c'est vrai que régulièrement, j'ai droit, moi en particulier, et toi sûrement aussi, à ce qualificatif, on va dire, à cette étiquette. C'est évidemment un signe de... Je passe mon temps à dire que malheureusement les gens n'ont pas compris, et je vais être obligé de le dire encore une fois, et beaucoup ne comprennent pas que je dis ça d'ailleurs aussi, hein, c'est malheureux. Tout le sujet de fond est assez simple. Je vais essayer d'aborder différemment et sous un angle que tu as certainement déjà rencontré. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent que s'agissant de liberté, hein, puisque c'est de ça qu'on parle fondamentalement, on puisse leur reprocher qu'ils prennent de la liberté ou leur liberté avec la liberté. Hein, parce que c'est quelque part de ça qu'il s'agit. On discute de qu'est-ce que liberté veut dire et quelle serait l'organisation sociale qui serait une organisation sociale de la liberté, libre, ou des libéraux, ou on l'appelle comme on veut. Tu notes que j'emploie un singulier, j'ai bien dit l'organisation sociale, et non pas une organisation sociale. Donc on discute de ça, et les gens, je pense, peuvent se dire, bon, on parle de liberté, donc a priori, il y a liberté à... Qu'est-ce que veut dire la liberté? Il y a liberté à
comment justement cette organisation sociale peut se concevoir. Il y a liberté sur les définitions, etc., etc. Je pense que beaucoup de gens viennent à ce propos avec cette réflexion-là, et donc s'étonnent qu'on réagisse en disant « mais non, tu peux pas... En fait, tu n'as pas de liberté, il n'y a pas de liberté quant à ce que liberté veut dire. » Parce qu'en fait, je pense que le point de probablement de trucs, une fois qu'on saisit, une fois qu'on cerne que la liberté qui est un mot, un concept, etc., quand on l'apprend dans ce qu'on imagine, hein, dans ce qu'elle veut dire de manière commune, mais de manière aussi précise que possible, à ce moment-là se ferment toutes les portes des ambiguïtés, des contresens, des incohérences, etc. Toutes ces portes-là, il faut au bout du compte se ferment, et ce qui reste, donc définition, concept clair, qui correspond à ce qu'on imagine la liberté comme étant réellement, ça ferme toutes les options, et finalement il reste un concept finalement très précis. Et donc, tous les gens qui vont venir en disant « Ah, mais en fait, la liberté ceci, la liberté cela, ou la société libre c'est ceci, la liberté ceci », repartent ou sont encore dans une conception qui est ambiguë, ou qui est erronée, ou qui est trop vague de la liberté. Donc, tout ça pour dire que c'est normal qu'on se retrouve à discuter de la liberté, à concevoir la liberté, et donc à proposer une société libre, qui est en fait effectivement relativement rigoriste, d'accord, ok, parce que c'est juste que ça correspond juste à la définition du concept dont on parle, tout simplement. Hein, c'est la même chose que, ça serait un peu la même chose de dire, alors on va parler des prisons. Bah, une prison, c'est forcément pas un endroit ouvert. Une prison, c'est forcément pas un endroit où absolument n'importe qui peut aller. Et donc, forcément, tu peux pas parler de la prison comme tu parles d'un hôtel. Parce que c'est une prison. Bah, là, c'est pareil. Donc là, j'ai l'impression que tu réponds aux critiques qui nous sont faites en tant qu'anarcho-capitalistes quand on parle d'idées. C'est-à-dire que certaines personnes voudraient promouvoir une organisation sociale et une forme de liberté avec le préfixe, enfin le une à la place du là. Et donc, on peut discuter justement sur le plan des idées, pourquoi ils se trompent. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque secondaire. C'est pas secondaire sur le plan des idées, mais sur l'urgence qu'il y a à faire réaliser aux gens. C'est que si on est à un niveau de discussion d'idées, moi encore, je peux prendre l'accusation d'inquisiteur et faire comme tu viens de le faire, une démonstration pour dire qu'on ne peut pas transiger. C'est comme en maths, on ne transige pas avec les erreurs de calcul. Il y a une erreur où il n'y en a pas, quoi. Voilà. C'est ça. Mais je trouve qu'il y a un côté encore plus bas niveau et plus grave qui est celui du monde concret, parce que c'est là qu'on met le pied de biche quand on n'est pas vraiment anarchap et qu'on est pseudo-libéral, tendance marxiste ou autre version de ce qui est moins socialiste que la moyenne, on va dire, pour être poli, et qui est la critique que, par exemple, nous, on fait de politiciens en place ou des candidats. Là, on parle plus d'idées, en fait. On parle de mise en pratique. Et quand de ta bouche ou de la mienne ou de n'importe qui a un minimum de cohérence philosophique, on entend des critiques sur des gens comme Milley ou sur des gens en France comme Lisnard, qui semble être l'espèce de parangon du libéralisme francophone, en tout cas en France. Et là, on nous répond justement, mais vous êtes loin de la réalité, donc quelque part des ayatollahs ou des inquisiteurs, parce que vous voulez appliquer des idées qui sont complètement en dehors des possibilités réalistes sur le plan politique, sur le plan économique, vu que dans la vie de tous les jours, on hérite d'une situation comme la France dans l'état dans lequel elle est, ou l'Argentine dans l'état dans lequel elle était quand Milley est arrivé. Il faut bien faire avec. Et donc, on ne devrait pas être capable, on ne devrait pas, enfin capable si, mais on ne devrait pas avoir cette attitude
de critique envers ces gens qui prennent la voie de l'entrisme, comme Milley, Lisnard et compagnie, voire même Trump, qui parfois passe pour un libertarien quand on lit une certaine presse. Et ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ces gens-là, Trump, Milley, Lisnard, machin, et ayant hérité d'une situation qui est celle qu'elle est, démocratique, avec des dettes nationales faramineuses, des kilomètres cubes de réglementation, eh ben, il faut faire avec. Et donc, ces gens-là, il ne faut pas trop les critiquer parce qu'il faut être réaliste. Pardon pour ce long, Oui. Oui, oui, développement. oui, oui. Mais, ce que je veux dire, c'est que bon, le Oui. côté critique des idées, c'est une discussion qui m'intéresse. Mais ce qu'on nous reproche le plus, c'est de critiquer justement des gens comme Milley. Oui. Et je crois que dans ce... Tu as raison, je vais te répondre. Mais je crois que dans ce que tu évoques, il y a deux facettes, ou en tout cas, moi, ça me font écho deux types de critiques dans ce genre de scénario. Il y a une famille de critiques qui est, on va prendre Milley ou Lisnard, hein, mais on va prendre Milley pour cristalliser et simplifier la discussion, mais c'est pas spécifique à Milley. On parle donc d'un Milley ou de quelqu'un qui se dit libéral ou libertarien, et il s'agit de discuter de ses actes, donc effectivement de sa confrontation, ou plutôt de sa façon d'aborder le réel et son comportement face au réel en tant que libéral ou libertarien. Je pense que c'est une première facette. Et je pense que on voit aussi régulièrement des gens qui nous disent oui, 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 mais face au réel, encore une fois, c'est ton point, hein, vous ne savez pas parler du réel parce que vous êtes toujours dans la théorie. Vous ne savez pas, vous êtes dans la théorie et vous ne voyez pas le réel comme il est. C'est d'ailleurs la réponse qui a été faite à Hoppe quand il a fait ses deux sorties sur le désastre de Milley. Et on lui a exactement dit ça. C'est ça. C'est bien gentil, vous êtes bien théorique, mais dans la vraie vie, ceci, cela. Voilà. Donc c'est les deux facettes, il me semble, hein, et il s'agit, je pense, d'y répondre. La première, j'ai envie de la simplifier, parce que je pense que le vrai problème, ça va plutôt être la deuxième. La première, c'est que nous sommes critiques vis-à-vis des gens comme Milley ou Lisnard, non pas parce qu'avant tout, ils se disent libertariens ou libéraux. Si c'était des hommes politiques lambda comme d'autres, ce sont des hommes politiques, on critique les hommes politiques, on n'en attend plus rien, okay, on peut les critiquer comme n'importe lesquels, mais on n'en attend rien, donc on va les critiquer parce que ce sont des politiques qui font de la propagande, de la démocratie, machin, bon, ok. Mais quand il s'agit de gens comme Milley ou Lisnard qui se revendiquent de théories ou philosophies ou doctrines qui sont les nôtres, enfin les nôtres au sens, pas spécifiquement à toi et moi, hein, mais qui sont, voilà, on est d'accord, hein. c'est ça. Il n'y a pas de copyright. Mais donc, pour être simple, quand un Milley se dit qu'il est libertarien et se dit qu'il est un héritier ou inspiré d'un Murray Rothbard, par exemple, il met tout de suite ses actions en lumière et en incidence vis-à-vis de l'ensemble de la communauté des libertariens. Tout ce que fait Milley, parce qu'il se dit ou il s'est dit à un moment donné anarchap avec même le Dagdens Flag à un moment, ok. Il s'est, je dirais pas accaparé, ça serait un peu fort, mais il s'est tout de suite revendiqué et assimilé à la doctrine, la culture, au microcosme des libertariens. Et donc le monde extérieur est en droit quelque part, et ne se prive pas de le faire, de dire ce que Milley fait, c'est ce que fait un libertarien. Bon. Donc tout ce qu'il fait a une incidence sur nous, c'est ça le point. Et donc, forcément, à ce titre-là, nous, on va être effectivement vigilants pour dire « Ah, mais attention, Milley, t'es bien gentil, mais on serait ravi que tu sois libertarien. » Sincèrement, je serais le premier qui serait ravi d'avoir un président argentin qui soit authentiquement libertarien. C'est évident.
et je pense que pour l'avoir interviewé, je peux le démontrer, c'est très facile, mais à condition qu'il se comporte effectivement comme libertarien. Et c'est là où on intervient effectivement, donc le côté inquisiteur que tu évoquais, mais c'est pour dire, mais attendez, là, c'est un peu comme c'est Coca-Cola et Pepsi, quoi. Vous vous dites, vous prétendez être du Coca-Cola, très bien machin, mais alors dans ce cas, ne nous vendez pas du Pepsi. C'est un peu ce genre d'idée. Donc la légitimité, pour faire simple, qu'il y a à être inquisiteur, pour reprendre ton mot, vient simplement du fait que Millet, ou d'autres, Lisnard, se revendiquent de ce que nous portons comme message, comme valeur, comme doctrine. Donc quelque part, c'est de la légitime défense. Millet, je serais ravi que tu sois libertarien, mais par contre, si tu fais des conneries, par exemple, tu parles de t'engager dans la guerre, de soutenir des guerroyants ou autres, tu sors par définition de ta posture de libertarien, et tout ce que tu fais affecte l'image des libertariens, donc forcément, on se met en position de quelque part de légitime défense intellectuelle. Bon. Et aussi ce que tu ne fais pas. Genre Comment ? ne pas proposer et aussi ce qu'il ne fait pas, genre ne pas proposer la sécession ou d'autres mesures. Absolument. Pas, le fait que l'impôt soit facultatif, j'en sais rien, il y a plein de trucs qui tout à fait. Tout l'angle libertarien. Les actions comme les non. Parlantrisme. Oui, les actions comme les non-actions, tout à fait, tout à fait. Le point, c'est qu'il a un agenda et des actions au sens large, qui, au bout du compte, n'est pas celui d'un authentique libertarien. Il faut faire ça. Bon, voilà. Donc, mais c'est lui qui est venu se chercher, lui qui a dit qu'il était libertarien. Donc, j'insiste, je considère que nous sommes en devoir de légitime défense intellectuelle. Parce que c'est lui qui vient atteindre à notre image de marque, à nos valeurs, à notre message. Bon. Donc, pour moi, c'est une agression intellectuelle, et donc de la légitime défense intellectuelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, que, entre-temps, j'ai perdu, si tu veux. C'est trop parti dans le mot. Pratique de la chose, la oui, voilà, merci. Merci, je suis trop parti dans le truc. C'est ça. Le deuxième volet est peut-être encore plus important, parce que cette fois-ci, celui-ci, il est méthodologique, je vais l'expliquer, et il est fondamental, notamment de la part de libéraux à libertariens, à cerner, à piger, justement pour pouvoir aller dans une démarche libertarien. Qu'est-ce qu'il dit ? Les libertariens disent, on va être concret, allez, on va reprendre Millet, auquel je reproche de ne pas avoir proposé la sécession, ce que tu as dit toi-même, et on va me dire, mais non, mais Stéphane, c'est bien gentil, mais dans la vraie vie, il ne peut pas le faire, parce que tu ne sais pas lire le réel n'est pas celui-là, et il n'était pas en position ou en posture de pouvoir le faire. Ça va être une thèse qu'on va rencontrer. Et moi, ce que je vais dire, c'est, mais le problème que vous avez, c'est de croire que il y a le réel d'un côté et la théorie de l'autre. Ça n'a strictement aucun sens. Parce que tout le monde, moi, toi, ceux qui nous écoutent, les critiques, les communistes, tout le monde a dans un esprit, une conscience. Tout le monde observe le monde. Tout le monde de ce fait lit le monde en permanence. Et tout le monde voit le réel, ce qu'il perçoit du réel, à travers le prisme de sa conception du réel à un moment donné. Tous, autant que nous sommes, nous voyons le réel à travers une modélisation, une compréhension, une perception, une théorisation du monde que nous avons dans notre tête. Et donc, il n'y a personne qui voit le réel, il n'y a que des gens qui ont une théorie du réel dans leur tête et qui, par cette théorie du réel, essaient de comprendre le réel. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est que tout le monde, absolument tout le monde, vit dans la théorie, dans sa tête, et essaie de comprendre le réel à travers sa théorie qu'il a dans sa tête. Absolument tout le monde. Donc, nous reprocher de ne pas voir le réel, ça vous montre que déjà, c'est ne pas voir que tout le monde a une théorie quelque part. Moi, ce que j'essaie juste de dire, c'est
je suis forcément dans la théorie, oui, bien sûr, ok, mais dans une théorie qui, justement, essaie de traduire ce que j'aurais fait dans le réel. Et je suis toujours dans ce truc-là. Quand je dis Milei aurait pu et aurait dû proposer la sécession, je suis bien dans le réel, j'essaie bien de comprendre le réel, mais je le fais à travers un prisme qui est celui de la théorie libertarienne. Je ne le fais pas à travers un prisme de ceci ou de cela, non du tout. Et je considère que ce prisme que je prends, il aurait lui-même pu et dû le faire de la même manière. Mais le point important, c'est il n'y a pas, il n'y a jamais de différence entre le réel et la théorie. On est tous, toujours dans la théorie. Une autre façon de le dire, ce serait peut-être que l'empirisme seul n'existe pas et qu'il est toujours Je pense même que interprété. l'empirisme n'existe pas tout court. Ah, carrément? Ah ben oui, parce que même l'empirisme est déjà une intellectualisation du réel. Bah oui, parce qu'on a choisi de certaines manipulations ou certaines analyses, on a choisi les données qu'on veut regarder, donc il y a déjà l'expression d'une théorie qui se fait même de façon inconsciente. C'est ça, c'est ça. Et l'exemple que je donne toujours et que je vais redonner, que je redonnerai encore pendant 8 ans s'il le faut, c'est la fameuse loi de l'addition. Si on est 5 dans un bureau de vote et qu'on met chacun un papier dans une boîte, et que quand on ouvre la boîte, il y a 3 papiers ou 12, on ne va pas remettre l'addition en compte, on va traduire le réel qu'on observe par le biais de la théorie de l'addition en disant quelqu'un a triché ou quelqu'un n'a pas voté Oui, ou il y a eu un problème de manipulation quelque oui, part, mais on ne va pas oui, remettre en cause la théorie, elle est là, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais le truc de l'empirisme, je pense que c'est peut-être, on part un peu là sur ce point, mais je conseille sur ce point-là encore une fois, moi je suis un messager en général. Mais tu sais, le célèbre livre de Hope, où on trouve beaucoup de choses, Economy and Ethics of Private Property, qui est celui où il développe l'axiomatique de l'argumentation. Il fait également une attaque, je ne sais plus dans quel chapitre précisément, on peut y chercher, hein, mais il fait également une attaque de l'empirisme pour dire que l'empirisme, même dans les cas où l'empirisme est pertinent, genre la science physique, ok, pas de souci d'appliquer l'empirisme dans le domaine de la science physique, hein, c'est ce qui est adapté du point de vue épistémologique, et même dans ce domaine-là, il a fallu justement avoir que les physiciens en général, ou que la communauté scientifique en général, convainquent, épistémologiquement parlant, de la réalité du monde physique, d'accord? Et on est déjà dans l'a priori, pour se rendre compte qu'effectivement, dans ce domaine-là, ce qu'on peut faire, c'est des expériences, etc. Donc, appliquer la démarche empiriste, très bien. Mais ce processus-là, et ensuite mettre en place l'empirisme, etc., on est déjà dans l'a priori, on est déjà dans la théorisation, on est déjà dans une démarche a priori, okay, qui est celle qu'en fait, que n'importe quel domaine de la science et du raisonnement applique. On est toujours tous d'abord dans l'a priori, qui consiste à dire quel est le monde que j'observe, qu'est-ce qui est pertinent comme démarche intellectuelle à appliquer dans ce domaine-là, et une fois, ça c'est l'épistémologie, et une fois que ça c'est carré, ok, on applique cette démarche-là pour confronter le réel en permanence à notre perception théorique du réel. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est toujours le cas, et c'est le cas notamment quand on est dans l'empirisme. Je vais justement ressortir à ce sujet-là pour voir si j'ai bien compris ce que tu dis, la fameuse expérience de pensée qu'explique Étienne Klein à propos de la chute des corps. Ou c'était qui? C'était Galilée? Non, Galilée, oui, tout à fait. Ouais, Galilée qui donc réfléchit à la question est-ce qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre? Et par une simple expérience de pensée, il en conclut que forcément elle tombe à la même vitesse. Et donc, si dans le réel, dans la vie pratique de tous les jours, en faisant tomber des bouts de caillasse et des bouts de bois et des machins du haut de la tour de Pise, on voit qu'ils n'arrivent pas tous en même temps, c'est qu'il y a autre chose qui se passe parce qu'ils devraient arriver en même temps. Oui. D'où après la supputation qu'il y a peut-être la résistance de l'air ou d'autres phénomènes qui font en sorte que les vitesses finalement ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, est-ce que c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut penser les choses, que ce soit en physique ou en politique ou en économie?
Mais bien sûr, mais c'est effectivement un excellent exemple et j'encourage tout le monde à regarder Étienne Klein expliquer cela parce qu'il le dit très très bien. Et le terme d'expérience de pensée qu'il emploie est tout à fait représentatif, c'est effectivement ça. Galilée a imaginé le problème, a imaginé une solution au problème et a trouvé une solution expérimentale, mais il a commencé d'abord à imaginer. Et donc il a dans sa tête théorisé quelque part, et c'est ensuite qu'il a mis en pratique par une démarche empirique, dont ensuite qu'on a pu généraliser, mais il a bien fait un effort intellectuel qui consiste à partir d'une théorie pure a priori vers de l'empirisme ensuite. Mais mon point va plus loin, c'est qu'une fois effectivement on fait ça, mais mon point c'est consiste à dire empirisme ou pas empirisme, etc. On est tous dans une lecture du réel, et cette lecture du réel se fait à travers, consciemment ou inconsciemment, c'est souvent très inconscient, mais se fait à travers l'image qu'on s'est faite depuis tout petit du monde. On a tous une théorie du monde dans la tête, et c'est cette théorie qui nous permet de voir le réel. Personne ne voit le réel autrement que dans la théorie. Et pour faire un écho, sans vouloir faire une digression sur la vidéo qu'on a fait la semaine dernière ou celle d'avant à propos des robots, c'est ce qui leur manque. Quoi. Oui, exactement, tout à fait. Ils ont effectivement, aucun robot, aucune IA d'ailleurs, ne fait ce travail-là. C'est intéressant effectivement parce que les robots, les IA sont pour le coup sont dans le réel, c'est-à-dire ils ont une image complètement à plat du réel. Ils ne font absolument pas ce décalage que nous faisons nous. Alors ça, encore une fois, je dis ça, c'est pas pour être encore plus dans la théorie que d'ordinaire, pour s'y revient à la liberté, mais c'est au contraire pour dire que quand on théorise et quand on applique la théorie au réel, c'est comme ça qu'on peut au contraire espérer voir les dissonances, les écarts, les incohérences entre ce qui devrait se passer si on était dans un monde libre et ce qui se passe en réalité. Ou inversement, ce qui permet de voir le réel en fonction du prisme du fonctionnement d'une société libre. Ça permet de voir justement les écarts. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Donc, pour revenir les pieds sur terre, pour revenir dans la vie réelle et le pratique, juste un petit tacle au passage gratuit sur Milei, avec un post de notre ami Oscar, juste pour faire un petit point sur ce qui s'est passé en Argentine depuis l'avènement de notre président libertarien. Donc Oscar nous dit, j'ai pas vérifié les chiffres, et franchement je m'en fous parce que les chiffres seraient meilleurs que ça changerait pas vraiment le propos de ce qu'on raconte aujourd'hui. Mais bon, juste pour l'anecdote, l'augmentation des prix sous Milei a marginalement diminué par rapport à ce qu'il y avait avant. On est passé de 7% par mois à 5,8%. L'inflation des prix sur l'année, donc c'était avant 190%, maintenant c'est seulement 180%, donc il y a peut-être un petit mieux, mais bon, ça reste anecdotique. En revanche, l'inflation monétaire, elle, a plus que doublé sur la même période, de 107% à 240%. Donc il faut s'attendre à une augmentation des prix dans le futur parce que l'impression monétaire prend du temps à faire son travail de sape. Donc je ne mentionne ça que par le pur plaisir de dire du mal de Milei, là, je l'avoue franchement. Et la lecture de ces chiffres, puisqu'on parle de réalité, d'empirisme et de choses comme ça, ne dit rien sur l'orientation politique de Milei et ne dit rien sur son adhésion à des idées libérales, parce que même si c'était un vrai pur libertarien, et c'est là que je vais en venir avec toute cette petite digression, et qu'il était vraiment dans le désir d'appliquer des principes authentiques de la théorie anarcap, est-ce qu'il y arriverait? Est-ce qu'il serait capable de faire avancer la machine? Est-ce que des signes comme les petits chiffres que je viens de montrer, qui sont tous en très légère baisse, sauf l'impression monétaire, seraient une marque de validation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il est envisageable pour quelqu'un comme Milei, même s'il était sincèrement et authentiquement libéral, comme on l'entend,
est-ce qu'il aurait une possibilité vraiment pratique d'améliorer ses indicateurs économiques, puisque, comme on nous Bien le sûr. répète sans cesse, il est engoncé dans un système qu'il ne remet pas en cause, qu'il n'a Oui, pas, d'après ses pouvoirs de président, de toute façon, de remettre en cause, à moins de faire un coup d'État. Il est aux prises avec des consensus, avec des tractations, avec des compromis avec l'opposition, avec un tas de gens, les syndicats, tout ce qu'on veut. oui. Donc, d'un point de vue pratique, même si Milley était un vrai fan de Hoppe et de tout ce qu'on aime bien, est-ce qu'il aurait un espoir? Oui. Alors, si tu permets, je vais te répondre en 3 temps. Le premier, c'est on va se mettre dans l'absolu. On va encore une fois dire, on est dans la théorie, hein, les gens, on va adorer. Hein, on est d'abord dans la théorie. Dans la théorie, mais et en plus, c'est quelque chose qu'il a a priori annoncé dans ses campagnes. Hein. Il arrive très rapidement, il ferme la La Banque Banque centrale. centrale. Alors, et parce qu'il ferme la Banque centrale, il ferme le pesos, etc., pour faire très très court, rapidement derrière, la situation monétaire, certainement avec des soubresauts, mais rapidement va se stabiliser, et donc l'inflation, en tout cas l'inflation liée au pesos, il y a encore peut-être certainement de l'inflation liée au dollar, mais en tout cas l'inflation liée au pesos, rapidement, aura totalement disparu. Alors déjà, quand je dis ça, je suis effectivement dans la théorie, je suis dans une logique a priori, je théorise, j'annonce les effets, ok, mais je n'ai pas de données de quantité, j'ai pas donné que de KPI, de métriques, etc. Mais néanmoins, la démarche d'un libertarien devrait être celle-là, sur ce truc-là, et c'est quelque chose qu'il avait annoncé. Premier point. S'il faisait ça, on va revenir dans le réel, s'il faisait ça, ça se verrait. Ça se verrait dans le réel, justement dans les indicateurs économiques. Forcément, à un moment donné, à un moment ou à un autre, le peso se stabiliserait à une certaine valeur, les équilibres d'inflation monétaire se stabiliseraient aussi, il y aurait un équilibre de prix qui se ferait, et le rôle du dollar se changerait, et là encore une fois, il y aurait une stabilisation entre les deux monnaies qui se ferait. Mais bref, il y a tout un tas d'indicateurs dans le réel qui se manifesteraient. Le point important, c'est on a annoncé la théorie, elle doit se manifester dans le réel. Encore une fois, le réel, on va le lire à travers la théorie. Mais de toute façon, il va se voir. Bon. Mais le troisième point, et tu l'as déjà pas mal annoncé toi-même, c'est que c'est le contexte politique. Là, je pense que la raison pour laquelle il n'a pas annulé la Banque centrale est multiple. Il y a peut-être que finalement, il n'est pas si libertarien que ça et que il n'en voit pas l'intérêt et qu'il n'avait pas forcément envie de le faire, c'est possible, mais je ne vais Mais pas peut-être faire que c'est simplement justement aussi un effet de l'organisation politique, de la constitution de je sais pas quoi, et que le président n'a Mais pas c'est ce pouvoir. ça, c'est possible. Mais surtout, ce qui est de loin le plus probable, et tu l'as dit toi-même, c'est qu'il est, à partir du moment où s'est fait élire, il est dans un jeu d'alliance. Il est dans un jeu d'alliance avec certains mouvements politiques qui, eux, n'ont probablement ni envie, ni compris pourquoi, ni intérêt, ou en tout cas qui ne vont pas le soutenir dans une démarche aussi radicale que la disparition pure et simple de la Banque centrale. Et je pense que c'est ce qui se fait, ce qui se trame, et ça explique pourquoi il a gardé certaines personnes en poste, pourquoi ça traite. Donc le point, c'est que il est le premier, en fait, à s'être mis dans un jeu, dans une réalité où il n'a en fait pas les moyens de jouer le jeu qu'il a prévu de jouer. Le contexte politique dans lequel il s'est mis ne lui permet pas de jouer le jeu qu'il a prévu ou qu'il devrait jouer. Et on a beau dire, ah mais finalement il fait quand même ceci, il fait quand même cela, il ne pourra jamais faire de manière concrète que des choses qui sont marginales et qui sont liées en fait aux alliances politiques qu'il a. Donc il va peut-être faire bouger des choses, c'est possible, mais quelque part, il ne peut pas employer une stratégie libertarienne quelle qu'elle soit parce que son contexte de pouvoir politique ne lui permet pas. Et donc moi, Ou alors, si je mais, peux me permettre une supposition, même s'il il avait la possibilité d'émettre des décrets pour arriver à ses fins, on peut supposer qu'il aurait de gros ennuis de santé très rapidement aussi. oui, oui, tout à fait.
tout à fait. Tout à fait. Donc, et je crois que j'avais fait une vidéo il y a 1 an, ou un truc comme ça déjà, où je disais un peu les mêmes choses, parce que c'est pas très compliqué. C'est s'il veut vraiment mener son truc à terme, il faut qu'il commence par séduire suffisamment de gens, et notamment de peuples et de votants, pour renforcer sa position électorale aux prochaines élections. Je crois qu'il y en a déjà qui sont en train de tourner là. Pour que donc il ait une meilleure assise en termes de députés et autres trucs, et donc pour qu'il puisse espérer se libérer de plus en plus des alliances, et pour espérer avoir un peu plus de coups des franches derrière. Mais tu vois, mais ça, c'est quelque part, on n'est malheureusement plus dans des discussions de libertariens, parce que justement, il s'est mis dans une arène qui n'est plus une arène où les démarches libertariennes fonctionnent. C'est ça le point. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est ça. Il ne peut pas dire je suis libertarien, je vais mettre en place une démarche libertarienne, si en fait il se met à jouer dans un jeu politique dont il ne maîtrise pas. Pardon, je fais une allergie à Milei. mais sérieux, et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que moi j'avais dit, il y a une façon, j'en connais pas, je ne vois pas d'autres, il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a une façon en tout cas où il pouvait, par exemple, j'allais dire imposer, ou en tout cas, oui, presque imposer, la sécession, c'était de le faire au moment même de son investiture, ni avant ni après, parce qu'au moment de son investiture, il était en position politique de force. C'est vous me prenez avec la sécession, vous ne me prenez pas. Et si vous ne me prenez pas, ben ok, pas grave, mais au moins, moi je suis resté intègre, je suis propre. Si vous me prenez, ok, on a gagné ça. Mais espérer le faire plus tard, c'est pas possible, parce que le faire plus tard, c'est rentrer dans les arènes politiques, et là, plus personne ne va le suivre. Et puis, comme on le répète assez souvent, toute cette histoire de compromission, ça ne fait que prolonger la sauce. Donc, finalement, quelque part, il graisse le tremplin pour ses successeurs de gauche, parce qu'il y en aura forcément un jour ou l'autre. C'est rare que l'alternance ne se produise pas. Bien sûr. Il avait, et encore une fois, j'avais fait une vidéo il y a 1 an où j'en parle. Donc c'est pas très. Il s'est fait élire notamment sur la vente, si je puis dire, d'un programme sur 35 ans avec guerre culturelle, machin. Mais j'ai jamais compris comment il pouvait espérer ou même oser annoncer un programme sur 35 ans. C'est-à-dire, je ne le conçois pas, mais c'est peut-être moi qui suis limité, c'est possible. Parce qu'un programme sur 35 ans, les mandats étant, je crois, de 4 ans en Argentine, mais on va faire ça, on va les supposer de 5, ça suppose l'alignement de 7 mandats de suite, ok. Il faut... Comment peut-il supposer à l'avance plaire tellement à son électorat dans un tel milieu de panier de crabe pour réussir lui-même ou ses directs lieutenants à rester 7 mandats de suite au pouvoir pour espérer, au bout, avoir effectivement amené l'Argentine dans une situation de pays libre. Il faut oser dire un truc comme ça, si tu veux. Dans un monde démocratique, c'est quelque chose que encore une fois, je suis limité, mais que je ne conçois même pas. Surtout que si on est vraiment proche de l'empirisme et qu'on aime regarder l'histoire, on voit bien qu'à chaque fois qu'une période de faste et de prospérité se met en place, succède un succès des forces de gauche qui veulent profiter de la manne et qui disent on a de quoi se payer des hôpitaux gratuits, des écoles gratuites et des retraites gratuites, quoi. Donc, mais tu vois que quand je tiens un tel discours, 2 choses. On va me dire que je ne suis pas assez dans le réel. J'essaie d'être très très concret, pourtant. Hein. Et pourtant, en même temps que je raisonne, je suis forcément dans la théorie en même temps. C'est-à-dire que j'essaie de décliner une théorie forcément de comment on peut espérer gérer la population, les votes, etc. Parce que c'est de la démocratie. Okay, et en même temps, j'essaie d'être dans le réel très concret qui est, mais mon grand, si tu veux effectivement mettre en place ton programme que tu as toi-même annoncé, soyons dans la réalité concrète du terrain. La réalité concrète du terrain, c'est comment tu m'expliques comment tu fais pour annoncer que tu vas passer 7 mandats. En fait, ce qu'il aurait pu faire, c'est promettre une réforme de la Constitution pour que son mandat dure 35 ans d'un coup. Comme ça, on est tranquille, quoi. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Il y en a bien qui...
Non, mais c'est pas très éloigné que des manœuvres de Poutine pour rester, ça fait quoi, 25 ans? C'est pas. Mais pourquoi pas? Au moins, ça aurait eu l'avantage d'être clair, si tu veux, d'apporter une réponse. Là, bon, bref. Donc, mais encore une fois, réalité, théorie, on voit très bien qu'on est forcément obligé de théoriser le truc et que tous nos adversaires, tous ceux qui nous critiquent de critiquer, si je puis dire, sont les premiers à faire la même chose. Oui, mais Stéphane, en Argentine, ça va mieux. Si Lisnard était président de la France, ça irait aussi mieux. Donc, il faut quand même se réjouir du progrès économique, en tout cas, qui a eu lieu en Argentine et qui pourrait avoir lieu en France si Lisnard était élu. Donc, pourquoi s'acharner sur ces gens-là plutôt que les gauchistes qui sont finalement la cible facile de toutes les chaînes YouTube et autres blogs et influenceurs de droite? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas sur ce wagon-là? Pour une raison simple. J'ai publié, ça se trouve, il y a 2 jours, une image, un mème, tu sais, régulièrement, je republie certains articles de Libérali. Par pur hasard, hein, il y a 2 jours, j'ai republié un dont le titre est « Ambition libérale ». Parce que justement, en bon libertarien, j'essaie d'avoir de l'ambition pour la liberté. Moi, je veux pas d'une liberté piètre. Je serais bien sûr content si en France, la situation politique et économique était meilleure. Bien évidemment. Si on payait 2 fois moins d'impôts, pardon, je serais non pas satisfait, mais certainement plus heureux. Bien évidemment. Le sujet n'est absolument pas là. Sauf que moi, mon ambition, c'est pas simplement de payer 2 fois moins d'impôts, c'est de ne plus en payer du tout. Parce que c'est pour ça que je suis libertarien, sinon je serais... Oui, voilà. Non, mais c'est une question d'ambition et là aussi de réalisme. On va y venir. Donc, il y en a qui ont de l'ambition, il y en a qui n'en ont pas. Okay. Si effectivement tous les libéraux et libertariens ont renoncé à la liberté et tout ce qu'ils espèrent, c'est faire un petit peu mieux, on va continuer à payer des impôts, mais on aimerait quand même en payer un petit peu mieux, un peu moins. Et à quoi ça sert de se mobiliser à ce point-là, essayer de promouvoir les idées de liberté, si c'est pour abandonner et renoncer à la liberté? Moi, j'ai pas encore renoncé. Premier point. Deuxième, c'est le fameux réalisme. Hein, encore une fois. Et on en a parlé régulièrement, toi et moi. Qu'est-ce qui est plus réaliste? D'espérer améliorer la situation grâce à la démocratie, baisser les trucs et les machins, et donc, dans un mandat ou dans 2 mandats, payer beaucoup moins d'impôts, aller mieux, machin. Qu'on me donne un exemple dans l'histoire où ça s'est produit. Reagan a essayé, ça a duré 4 ans. Thatcher a essayé, ça a duré un peu plus longtemps, mais hop, c'est revenu, et il n'y a qu'à regarder dans quelle situation le Royaume-Uni se trouve aujourd'hui. Hein. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, donc récemment, je pose la question à des gens que je connais ou que je connais pas d'ailleurs, qui font cette promotion de l'élection d'un candidat libéral sur l'échiquier politique. Je leur dis, ok, voici la courbe de l'inflation depuis 50 ans, comme ça. Voici la courbe de déficit, elle est comme ça. Indique-moi sur ce graphique où, dans ton pays, il y a eu un gouvernement libéral ou une politique libérale quelconque. Et à quoi ça a servi de gâcher ton temps et de valider le système à ce prix-là, quoi. C'est ça. Et en plus, non, pas seulement ça, c'est en plus... C'est empirique. Oui, c'est tout à fait, c'est réaliste, tout à fait. Et en plus de ça, tu y mets de l'espoir et tu bafoues les espoirs. Voilà. C'est-à-dire que tu te mets de l'énergie. Voilà, tu te mets de l'énergie, tu te mobilises, tu fais des manifs, des tracts et des machins pour enfin avoir l'ISNAR. L'ISNAR passe, etc. Et puis peut-être, allez, on va rêver. Il arrive à réduire la fiscalité, mais avec il faut quand même payer la dette, donc il y a un minimum. Et donc peut-être qu'il gagne, allez, 5% sur les impôts. Soyons fous. Ok, très bien. C'est énorme. Il reste pendant 5 ans. Non, mais bon. Et après, il y a encore la dette à payer, il y a encore les fonctionnaires à payer, il y a encore la dette de la SNCF à payer, et j'en oublie. Et donc derrière, il y a un Mélenchon qui passe, et on est reparti pour un tour. Et surtout que le Mélenchon qui va mettre double dose pour rattraper le temps perdu.
Peut-être, mais souvent, c'est ça qui arrive. Oui, oui. Et en fait, moi, ce qui m'attriste par rapport à tous ceux qui nous disent ça, on va revenir, le sujet, c'est théorie et pratique, c'est que tous ces gens qui nous reprochent notre manque de réalisme et de vision, d'être dans le réel, qui pourtant, forcément, ont une théorie, forcément, ces gens-là n'ont tout simplement pas fait leur devoir de libertariens. Ils n'ont pas lu les textes de base des libertariens. Ils n'ont pas lu un Hope et d'autres, qui expliquent très clairement que la démocratie, toujours, dans tous les cas, inéluctablement, glisse vers le communisme et pas vers la liberté. Jamais. Nulle part. Il n'y a pas d'exemple. Il ne peut pas y en avoir. Si ces gens-là avaient fait leur boulot, ils auraient, j'espère, compris que la démocratie ne peut pas aboutir à la liberté. Jamais. Donc forcément, un libertarien comme Milei qui va à la présidence, bon, si c'est pas pour y établir la sécession, à quoi ça sert? Ouais. Mais là, tu fais preuve d'une préférence temporelle bien trop longue. Moi, j'ai un horizon de 3 ans, et moi, pendant les 3 ans qui viennent, je veux payer moins de taxes et blablabla. Donc, je vais voter Lisnard. Je vais voter pour le débile au Canada, comment il s'appelle, le PPC, là, parce que... Ouais, non, mais même, il y en a un encore plus pire que lui pour les gauchistes, j'ai oublié son nom. Le parti, c'est le PP... Bon, je vais le chercher parce que ça m'énerve, alors vous m'excusez, là. Canada, PPC, Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, voilà. Okay. Bref, on a un sorte de Lisnard, Alf Milei au Canada qui s'appelle Maxime Bernier, et qui, bien sûr, a strictement zéro chance de se faire élire. Je pense qu'à l'élection qu'il a eu le mois dernier, il a eu 0 ou peut-être un représentant au Parlement, je ne sais plus, enfin, quasiment rien. Et donc, il faudrait que moi, si j'étais vraiment soucieux de l'amélioration du pays dans lequel je vis, que je me mette derrière lui pour voter, que je milite pour lui, que je fasse circuler ses idées, parce que c'est par le biais de la politique qu'on va réussir à changer les choses. Il faut surtout pas penser à renverser la table ou quoi que ce soit. Il faut simplement promouvoir le moins pire. Eh oui, bien sûr. Mais oui, alors encore une fois, c'est de théorie et réalisme. On n'est pas réaliste en fait. On n'est tellement pas réaliste qu'on n'a pas du tout compris que ça ne va pas marcher et que la vraie réalité, c'est... Moi, j'essaie tout ce que je fais, tu vois, là, moi, j'essaie de faire pour les jeunes générations, à commencer par mes gamins. Mais moi, Alors, encore une fois, si par le grand des hasards, machin, truc, demain, je paye moins d'impôts, il est évident que je serai content. Je sais très bien. Mais comme c'est extrêmement improbable, je ne mets pas mon énergie là-dessus. Je préfère mettre mon énergie sur les générations d'après. C'est mon cadeau pour mes petites filles et d'autres et les autres. Moi, je préfère éventuellement avoir une incidence, et que peut-être qu'on se souvienne de moi, ou peu importe. Tu as montré le bouquin. Moi, le bouquin, je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai autre chose à faire. Je le fais pour que les prochaines générations comprennent ce qui se passe et ne commettent pas la même connerie, ne mettent pas la même erreur. Et se casse, demande la sécession, quelque chose, peu importe, mais n'aille pas voter Lisnard, pour reprendre ton exemple, parce que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Oui, parce que on serait tous d'accord pour dire qu'on serait plus heureux, chacun dans nos pays respectifs, avec un genre de Lisnard à la tête qui ferait un peu de l'érosion de cette extorsion fiscale et autres bris de liberté qu'on subit tous les jours. Marginalement, on serait sans doute mieux. Moi, je préférerais avoir Milei que l'espèce de saloperie qu'ils nous ont mis à la place de Trudeau, là. Mais c'est évident. C'est évident. C'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. C'est comme quand tu bois un coup, t'es content, mais c'est le lendemain que t'as une gueule de bois. Il faut voir un petit peu derrière, quoi. Et surtout, c'est ça. Je suis quand même content de ne pas avoir vendu mon âme et de ne pas être un putain de collabo, d'avoir voté pour Poilièvre ou je sais pas quoi, là, juste pour emmerder la gauche, quoi. Ça, je comprendrai jamais. Là, pour le coup, c'est toi qui... Je suis d'accord avec toi. Hein. Je fonctionne comme toi. Mais là, pour le coup, c'est toi qui mets la barre trop haut, tu vois, par rapport aux gens. Les gens, ils sont pas... Enfin, les gens, d'autres. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est même pas ça le point, je pense.
on peut être beaucoup plus terre à terre que ça. Je pense, moi, l'argument beaucoup plus terre à terre consiste à dire lisez Hope ou d'autres, parce que plus je lis, plus je découvre le 19e siècle, plus je me rends compte qu'il y a tout un tas d'auteurs qui ont dit les mêmes choses bien avant lui. Un Paul Leroy-Beaulieu, par exemple, sa façon annonce ce genre de choses dès la fin, avant la fin du 19e siècle. Bon. Donc c'est pour dire que même cette vision-là, on la connaît, elle est connue, elle est identifiée parce que c'est de la logique depuis très longtemps. Mais pour être concret et proche de nous, Hope est certainement celui qui aujourd'hui est le plus fortement porteur de ce message et qui l'explique de manière extrêmement précise, détaillée et inéluctable. C'est des maths, quoi. J'invite tout le monde à lire le premier chapitre de Démocratie, le Dieu qui a échoué. C'est expliqué dedans de A à Z. Bref. Mais quand on a compris ça, on comprend que ça sert à rien de se battre pour la démocratie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On fait quoi alors? On essaie de promouvoir des idées qui, justement, elles peuvent fonctionner. Donc, c'est là où c'est extraordinaire de nous reprocher de ne pas être dans le réel, alors que c'est au contraire nous qui avons les pieds les plus sur terre, quoi. Parce qu'on n'essaie pas d'aller vers les illusions. On n'est pas du tout dans les illusions. On sait très bien que ça peut pas marcher. Ok, ça peut être, comme tu l'as dit, on peut avoir une jolie dose, machin. C'est vrai, mais si vous voulez la vraie liberté, si vous voulez vraiment qu'à un moment donné, il y ait la liberté, si vous voulez que vos gamins connaissent la liberté, arrêtez la démocratie. Cessez de croire dans la démocratie. La démocratie ne pourra jamais apporter la liberté à quiconque. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, que ce soit en public ou en privé, pour dissuader les gens de voter, moi personnellement, j'estime que c'est une démarche active. C'est pas simplement on s'en fout de la politique. Au contraire, on s'en fout pas du tout. Et il faut arrêter de participer à ce truc-là. C'est comme s'il y avait une bagarre dans la rue. Est-ce qu'il vaut mieux essayer d'arrêter la bagarre ou est-ce qu'il faut se jeter dedans et puis participer et augmenter l'intensité de l'échauffourée? Parce que je reste persuadé que plus le taux d'abstention augmentera, plus la classe politique va paniquer. Bien sûr. Et à un moment donné, on va arriver à une telle masse critique, même qui ne serait pas majoritaire. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir 70% des gens qui arrêtent de voter. Mais à mon avis, s'il y a vraiment une masse critique récurrente qui s'installe de non-votants à tous les échelons, que ce soit le municipal, le provincial, le fédéral, là je parle pour le Canada, et que les gens cessent de voter, la crédibilité, la légitimité de chaque instance publique va aller diminuant. Et à un moment donné, on va se retrouver comme finalement l'URSS des années 80, où à la fin, les gens riaient de l'État, enfin en tout cas, même s'ils avaient encore peur de son oppression militaire, organiser leur vie sous forme de marché noir et autres stratagèmes en marge de l'État et complètement en ignorant ses dictates. Et c'est, à mon avis, ça, c'est bien plus productif. Et je suis personnellement fier de connaître plusieurs personnes qui m'ont dit, avec ce que tu as dit, j'ai arrêté de voter parce que j'ai eu plus d'influence comme ça sur un avenir positif que n'importe quel crétin avec son bulletin de vote dans une urne, quoi. Absolument d'accord avec toi. Absolument d'accord avec toi. Et moi, ce qui m'attriste tous les jours, ou presque, quand je vois en France les mouvements libéraux, soi-disant libéraux, c'est de voir combien, et même certains qui prétendent d'ailleurs monter des écoles du libéralisme. J'ai vu ça récemment. Ouais. Y a une... Oui. Bon, je vais être très dur, je vais être très clair. L'IREF est parti pour faire des vidéos de présentation de l'école du libéralisme, comme si l'IREF était compétent en libéralisme, ça se saurait. Ouais. Et donc, ces gens-là, et malheureusement, sûrement de bonne foi, hein, vont faire de la promotion, donc concrètement, au bout du compte de la démocratie, ils vont expliquer pourquoi s'il faut passer, machin, et se rendent manifestement absolument pas compte qu'ils sont totalement contre-productifs et qui font le jeu, en fait, le jeu de la gauche. Je pars un peu dans tous les sens, mais comme d'habitude, il y a 2-3 jours ou ce week-end, j'ai publié un article qui m'a été donné par mon ami Alain Toulek, qui est un ancien, je dirais, anti-communiste primaire, qui a une vision très très claire de ce que c'est que le communisme, et qui
qui rebondit sur Mélenchon, et je crois le titre de mémoire, c'est « Ils n'ont pas bien voté », avec un sous-titre qui parle de Mélenchon, et qui en fait décrit la démocratie vue par justement les communistes. Et qui explique de manière très très claire que la démocratie, depuis le début, telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle est vue par Staline, Lénine, Mélenchon et tutti quanti, est un instrument de prise de pouvoir et rien d'autre. Et c'est au contraire un instrument pour déployer la tyrannie du prolétariat. La dictature du prolétariat et rien d'autre. Donc pour ces gens-là, la chose est totalement entendue. Il ne s'agit absolument pas de liberté, ils n'en ont absolument rien à faire. Ils vont chercher le pouvoir via la démocratie, c'est un instrument de prise de pouvoir pour eux. Et quand tu regardes, quand tu observes le comportement politique de ces gens-là, on est carrément dans ce domaine-là, c'est absolument limpide. Et en face de ça, tu as la droite qui dit « Ah, mais la liberté, c'est bien, pardon, la démocratie, c'est bien, c'est ce qui va nous assurer la liberté grâce à la séparation des pouvoirs, etc. » Et ces gens-là ne comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer. Et c'est grave, quoi. Quand tu fais de manière sincère la promotion de la liberté et que tu n'as pas compris à ce point-là combien la démocratie est le contraire de ce que tu dis qu'elle est, c'est grave, quoi. C'est très, très grave. Et encore une fois, théorie réelle. Je ne sais pas que de la théorie, ce que je dis. C'est du très concret. Regardez ce que font les Mélenchon et autres par rapport à la démocratie. C'est très concret. Je crois qu'historiquement, d'ailleurs, les courants socialistes, là, d'il y a 150 ans, c'était soit les révolutionnaires qui faisaient des attentats, soit plus en louvoiement par les canaux démocratiques, politiques, et donc, c'est ce canal-là qui a finalement eu gain de cause, quoi. Oui. Oui. D'ailleurs, l'article aussi est clair sur le suffixe crassi. Oui, tout à fait. Parce que si c'était vraiment un outil de liberté, ce serait plutôt une démoarchie. C'est ça. Et non pas une démocratie. La crassie étant la prise du pouvoir. C'est pas neutre. Oui, la crassie relevant de la prise du pouvoir. Tout à fait. Oui. Bon, Stéphane, tu es vraiment un extrémiste, inquisiteur, j'en ai marre. Tous au bûcher. Je ne sais pas sur quoi conclure. Moi je veux dire, on ne peut pas avoir de désaccord là-dessus. De toute façon, la démarche politique et le rentrer dans le jeu, c'est quand même vendre son âme. Et je vais peut-être conclure là-dessus, justement. Tout à l'heure, tu m'as dit que je visais peut-être un peu trop en mettant le côté moral de la chose sur le tapis. Mais pourtant, toi et moi, on a eu des enfants, puis on connaît tous des gens qui ont des enfants, et je connais personne qui ait élevé ses enfants en disant, alors peut-être que ça existe, mais oui, vas-y, sois le plus agressif possible, tape tes petits copains, pique-leur tout ce que tu peux. En général, on apprend le contraire aux enfants, qu'il faut être sympa, qu'il faut parler aux gens avant de se battre, et qu'il faut respecter le goûter de son camarade et pas lui piquer quand il a envie de le manger. Oui. Et quand je dis que voter, c'est vendre son âme, c'est pas plus évolué que ça comme pensée. C'est-à-dire que de 2 à 18 ans, on nous enseigne d'être gentil et ouvert, et puis de partager, mais pas de violenter et d'agresser. Puis à 18 ans, on te fournit cet outil merveilleux qui est la carte d'électeur, qui permet exactement de faire le contraire, mais comme c'est par une voie détournée et que c'est par procuration en fait qu'on commet des agressions, ça a l'air de bien se passer. Donc c'est juste à ce niveau-là que je voulais faire remarquer que c'était vendre son âme. C'est carrément revenir sur toute l'éducation qu'on met dans la tête de nos enfants, et même de nos avec un N majuscule en termes de groupe humain là. En général, la grosse majorité des gens veulent enseigner aux enfants quelque chose de paisible. Et quand on se met à voter, c'est l'inverse qu'on fait. Mais tu as tout à fait raison, et tu as raison de me remettre ça sur le tapis, tu as raison. C'est fondamentalement un problème moral, je n'ai rien à dire. Mais encore une fois, je pense que c'est encore théorie réelle, hein, encore une fois. La théorie voudrait que, ah oui, mais en fait, on a débattu, on a posé comme principe que la majorité aurait raison, parce qu'il faut bien que quelqu'un ait raison. Mais sauf que dans le réel, c'est pas ça qui se passe. Dans le réel, c'est la majorité prend le pouvoir et s'impose à la minorité. Et s'impose à la minorité. On n'est pas du tout de force, exactement. Donc on est, encore une fois, la lecture du réel qu'on nous baratine ne correspond pas à la réalité du réel. Et donc nous, quand on est dans notre théorie machin, on essaie d'avoir une théorie
qui correspond au réel. Et c'est ça, je reviens sur les inquisiteurs, je pense que ce qui caractérise, j'espère, je revendique, que ce qui caractérise les libertariens, c'est que même si on est dans la théorie, on est dans une théorie qui correspond au réel. On n'est pas dans du blabla. Hein. Et quand on dit que la démocratie n'est pas la liberté, c'est pas du blabla, c'est pas de la théorie, c'est la réalité. Oui, parce qu'il va quand même que les démocrates et les électeurs se rendent compte qu'il y a une grande opposition entre leurs théories, parce qu'ils ont tous à la bouche les mots liberté, amour, partage et paix, prospérité, versus leurs actes pratiques, concrets et observables, qui vont exactement dans le sens inverse. Et l'exemple des enfants, c'est ça, quoi. Ça me fait penser à ce mème où justement, tu as une maman qui explique à son gamin, non, les copains qui veulent t'attaquer, c'est pas bien. Après, elle ouvre un livre qui s'appelle Démocratie, elle dit, ah bah si, en fait, s'ils sont plus nombreux que toi, ils ont raison. Mais donc, si on veut être cohérent dans un minimum, comment mettre ses actes à l'envers de sa pensée, ça m'étonne un petit peu. Bon, en même temps, je mentirais si je disais que j'avais compris ça quand j'avais 12 ans, hein, mais n'empêche que là, j'accuserais plutôt la socioculture, que ce soit ce qu'on appelle l'éducation nationale ou les médias et les divertissements qui nous gavent la tête de ces notions-là, en fait. Hein. Mais tu as raison, et c'est là où je reviens sur les libéraux, et que je critique les libéraux de ne pas avoir fait leur devoir, au sens de devoir scolaire, hein, d'accord ? Ouais. Donc de s'être formé et informé réellement, c'est ça. C'est que des... Tu sais ce que je dis depuis très très longtemps. Pour être de gauche, il faut être ignorant, imbécile ou de mauvaise foi, ou malhonnête. Okay ? Ou une combinaison. Et de plus en plus, je pense que c'est vrai pour ne pas être libertarien, c'est pareil. Or, les libéraux qui ne sont pas libertariens, quelque part, ils sont sur ces trois trucs aussi. Et je pense que pour la plupart, ils sont ignorants. Ils n'ont pas bossé leur sujet. Ils n'ont pas lu les auteurs libertariens. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont extrêmes, que c'est pas bien d'être extrême. Et donc, forcément, ils sont restés ignorants, ou alors c'est leur stupidité qui les fait rester ignorants, j'en sais rien. Je ne vais pas sur le terrain de la malhonnêteté, qui pour moi caractérise la gauche, mais les libéraux qui continuent à penser que effectivement la démocratie, c'est la voie de la liberté, que le vote, ça serait une bonne chose, alors que comme tu l'as dit, voter, c'est faire un acte volontaire, spontané, conscient, de demander à ce que son bulletin de vote soit imposé aux autres, c'est-à-dire c'est un acte violent, et que les libéraux ne le conçoivent pas, ça me dépasse. C'est ce que tu dis, hein, quelque part. Mais c'est bien, pour moi, c'est un problème les libéraux n'ont pas fait leur travail, ne réfléchissent pas assez, ne se posent pas les questions fondamentales, ne lisent pas les autres et n'écoutent pas les libertariens. Surtout que même si on se place dans l'optique, comme regrettait Lysander Spooner, du vote défensif, de toute façon, c'est un leurre absolu, puisque, comme aussi l'expliquait par le biais de sa fable en 9 étapes, comment il s'appelait déjà, Nozick, avec l'histoire de l'esclave, de toute façon, ton vote ne sera jamais déterminant. Jamais, jamais, jamais. Surtout à partir d'un certain nombre. Bon, si on vote à 5 ou 6, je veux bien, mais à partir de certain nombre de personnes, c'est fini, quoi. Tu ne sers à rien d'autre qu'à vendre ton âme. En fait. Tout à fait. Tu n'es qu'un élément qui active ou qui valide une statistique qui est déjà inscrite avant toi. Et alors bon, je pense qu'on va conclure quand même, mais ça me fait quand même marrer de penser que les gens font confiance aux résultats des élections. En plus, comment tu peux croire les chiffres? Peut-être qu'ils sont vrais, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont systématiquement bidonnés, mais vu que personne n'a la capacité de les compter et qu'il y a une chaîne d'analyse des résultats qui est forcément fractionnaire, répartie et manipulée, puis qui passe par des ordinateurs, mais comment tu peux y croire? Comment tu peux participer à un truc pareil, quoi? Moi, en dehors d'un vote à main levée, je n'y crois pas de toute façon. Oui. Tu sais, c'est très très juste ce que tu dis, et je vais faire oser une analogie. Les grandes entreprises, sociétés anonymes, etc., sont soumises à des commissaires aux comptes. Justement, dans le but des commissaires aux comptes,
c'est justement de s'assurer qu'avec toutes les transactions qui ont été faites, etc., au bout du compte, les chiffres qui sont annoncés aux actionnaires, ce qu'on appelle les rapports annuels, d'accord, la performance financière, ok, Savoir s'il y aura des dividendes, etc. Voilà, que les chiffres sont, le terme employé, c'est sincère, ok. Donc en gros, qu'effectivement, qu'ils sont raisonnablement fiables, qu'on veut. Et néanmoins, ce processus-là, la fourchette varie, mais de mémoire, il y a une marge d'erreur qui est acceptée parce que c'est compliqué, etc., qui est de l'ordre, je crois, entre 3 et 5% de mémoire. À ce point-là? Oui, 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 oui. Oui, oui. Et là, on parle d'une oui, entreprise, donc on parle d'un écosystème quand même nettement réduit par rapport à une nation. Oui, 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 oui. Et est-ce que tu te rappelles, il y a 20 ans, l'affaire Elf, le moment où Total avait racheté Elf et qu'il y a eu toute une affaire Elf avec... bon, bref, tu n'étais peut-être pas là. La fraude de l'affaire Elf rentrait dans les 5%. C'est pour ça qu'au bout du compte, ça n'avait pas été... Bon, bref. Bon, 5%, c'est bien plus qu'un résultat d'élection, en fait, entre les deux candidats qui ont gagné. Mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que pour des entreprises qui n'ont d'impact que sur leurs propres actionnaires, qui n'ont pas d'impact sur le public, on impose des commissaires aux comptes, 2 en général, pour croiser les chiffres, ok, justement pour que les chiffres soient sincères, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah non, mais néanmoins, on reconnaît que c'est compliqué et on tolère une marge entre 3 et 5%. D'accord. Ouais. Par contre, les votes qui ont une incidence populaire, nationale, déterminante pendant 5 ans, etc., il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de commissaire aux comptes, les chiffres, les votes ne sont pas audités, vérifiés, c'est ton point. Et il n'y a aucune marge d'erreur, etc. C'est annoncé en temps réel par les organismes de sondage, on ne sait pas trop comment. Et si tu veux, tu vois la différence que je fais. C'est dans un cas, on impose des trucs hyper rigoureux jusqu'à un certain point. Dans l'autre cas, c'est du folklore. Et surtout que dans le premier cas, dans le cas des commissaires en compte et de leurs audits, on parle d'argent, donc les gens sont très très intéressés à ce que les chiffres soient exacts. Alors que je peux comprendre que les résultats d'élection soient laissés fluctuants parce que les gens s'en foutent un peu parce que finalement ils savent très bien qu'ils n'ont aucune influence. Mais mon point c'est, il n'y a personne qui a jamais demandé à ce que ce soit institutionnalisé, par exemple sur le vote du président de la République, mais pas seulement, hein, un audit éventuellement différé d'une semaine, on peut toujours regarder avec des modalités de vote pour confirmer les chiffres. Surtout quand tu as des marges d'erreur 3 fois rien, au bout du compte, souvent c'est des pouillèmes. Les comptes, si on était un peu sérieux, si on disait que c'est à hauteur des enjeux, du sérieux de la procédure, machin, d'accord, les chiffres devraient être audités, certifiés, avec des marges d'erreur assez étroites, etc. Mais non. Moi, ça m'a toujours sidéré un petit peu, même quand j'étais pas libertarien, cette confiance aveugle qu'on fait aux chiffres électoraux en particulier, et du gouvernement en général d'ailleurs. Ah ben, le gouvernement ne va pas mentir. Alors que même les gens qui se disent de droite ou libéraux, je me rappelle très bien à l'époque, font toujours extrêmement attention à ce que dit une entreprise et vont vérifier les publicités, les machins, ça c'est la publicité mensongère, ceci, cela. Non, tel produit ne fait pas ce qu'il dit. Enfin, tu sais, on est très pointilleux sur quand on consomme d'ailleurs. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Mais alors, quand il s'agit des affaires publiques, bah là, ça va, quoi. On peut y aller sans vérifier parce que il n'y a pas de raison que les gens mentent. Je sais pas quel est le mécanisme psychologique qui va derrière ça, hein, mais ça serait une question. Tu sais, tu te rends compte qu'on est encore sur une variante de notre sujet du soir qui est théorie réelle. Hein. Exactement. On est encore en plein dedans. Hein. On a un schéma où, en théorie, le monde privé est égoïste et rapace et donc va tout faire pour mentir et t'escroquer, tandis que le monde politique, lui, il est sincère, il est pour le bien commun et puis c'est le contrat social, donc les gens disent la vérité. Quand on franchit, de toute façon c'est simple, quand on franchit la ligne qui sépare le privé du public, quand on devient fonctionnaire, quand on devient actif dans le gouvernement, ça y est, on n'est plus une mauvaise personne. Je veux dire, on a forcément de bonnes intentions et on peut faire des erreurs, mais ce sont des erreurs, ce ne sont pas des crimes, c'est pas... Il y a une auréole qui va avec le rôle dans le privé. Avec le public. Toute personne qui est dans le public a forcément une auréole. Alors que du côté libertarien, je peux te dire que je n'ai jamais cessé d'être méfiant envers les gens du secteur privé, justement. Et que quand un truc ne va pas, je me gêne pas pour aller me plaindre et casser du sucre sur l'eau de l'entreprise
C'est logique. et les railler et cesser de les recommander, de leur faire la mauvaise publicité. Donc, c'est pas vrai qu'on a un parti pris en faveur du privé. Ah si, si. Non, je suis pas d'accord avec ça. On a un parti pris théorique et réel vis-à-vis du privé, ça c'est sûr. Parce qu'on sait que, au bout du compte, le privé, en tendance, et en général, fera mieux que le public. Okay, mais ça n'empêche pas que... La défiance ne cesse pas. Oui, mais ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas que sur les cas particuliers, on soit particulièrement critique et vigilant. C'est ça que je voulais dire. Bon, écoute Stéphane, je pense qu'on a fait un bon tour d'inquisition. On a décerné plusieurs brevets d'impureté. Hein. J'espère que dans les commentaires, les colibés vont nous ramener à la raison. Ça me fait toujours très plaisir de casser de la démocratie avec toi. Hein. Je peux pas dire, je pourrais continuer cette vidéo encore pendant 2 heures. Est-ce que tu as une remarque de conclusion ? Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, parce que sur les commentaires. Moi j'invite tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici à la vidéo, et je les remercie sincèrement. S'ils ont envie de faire des commentaires pour justement critiquer ce qu'on dit et essayer de nous expliquer qu'on n'est pas dans le réel, etc., qui s'arrêtent tout de suite. Hein, et que plutôt que de faire le commentaire, ils essaient de réfléchir, de regarder la vidéo, etc. Parce que pour ma part, les commentaires qui partiraient là-dessus, soit je les ignorerais, soit j'y répondrais de manière assez, comment dire... Avec un pH très bas. Oui, c'est ça. Avec une gifle, tu vois. C'est parce que, voilà. Vous êtes prévenu, hein. Voilà, si vous imaginez commenter sur la base que, en gros, ce qu'on dit, c'est des conneries, qu'on se trompe, réfléchissez à 2 fois, parce que sincèrement, c'est inutile. Merci quand même. Et d'ailleurs, je propose aussi aux gens qui ne sont pas convaincus par ce qu'on vient de dire de vraiment se renseigner, même s'ils n'avaient pas l'intention de commenter, parce que j'avais un petit peu hésité à faire ce qu'on vient de faire en direct pour que l'auditoire puisse interagir avec nous. C'est vrai. Mais finalement, j'ai préféré qu'on ait cette discussion préparatoire, entre guillemets, pour qu'un prochain live, d'ici quelques semaines, sur ce même sujet, puisse faire intervenir les gens de l'auditoire, voire même qui montent en ondes, pour qu'on puisse avoir des échanges verbaux et pas seulement par écrit, pour vraiment expliciter le fond enfin, expliciter, on l'a fait là, mais pour aller dans les détails s'il le faut, et pour aller plus loin s'il le faut, parce que c'est pas de la méchanceté ou du sectarisme, ou je sais pas quel mot employer, c'est simplement justement de la vraie réalité. C'est comme on ne va jamais laisser faire un architecte qui propose de nous faire un bâtiment triangle avec 2 angles droits. On va lui dire non, n'essaie même pas, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Donc là, on est dans cet angle de pensée-là. Les libertariens ne sont pas dogmatiques, ne sont pas dans la théorie pour la théorie, ne sont pas dogmatiques, ne sont pas, je sais pas moi, des sectes, machin. Non. Il y a pas grand monde qui est plus réaliste que nous. Et je demande qu'à être encore plus réaliste. Si quelqu'un peut m'aider à devenir encore plus réaliste, j'en serais sincèrement ravi. Je pense qu'au contraire, en tout cas pour ma part, de toute sincérité, j'essaie d'être le plus lucide possible, malheureusement. Et donc, je mets n'importe qui au défi d'être plus réaliste que moi. Le défi est lancé. Merci Stéphane, on se reparle extrêmement bientôt. Toujours avec plaisir.